Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end malgré le petit peu de pluie qu'il y a eu. Alors l'actualité, hélas, nous rattrape déjà avec une nouvelle affaire qui est arrivée malheureusement. Il s'agit cette fois-ci de la jeune Vanessa, une collégienne de 14 ans qui a disparu à Tonneins, ça se trouve dans le Lot-et-Garonne, alors qu'elle rentrait du collège. Son corps, hélas, a été retrouvé donc la nuit suivante à une quinzaine de kilomètres de son lieu d'habitation et dans des conditions encore une fois assez terribles et horribles, malheureusement comme à chaque fois. Et bien sûr, encore une fois, une famille dans la douleur, dans le deuil et dans l'incompréhension totale. L'auteur de ce meurtre est un intérimaire, aujourd'hui connu sous le nom de Romain C, qui a avoué le meurtre. Et je vais revenir plus précisément en vous relatant un peu plus ce qu'il s'est passé exactement à partir de vendredi. Qui est Vanessa? Donc, comme on l'a dit précédemment, Vanessa est une jeune Espagnole de l'âge de 14 ans et qui était en France depuis peu. Elle est la grande sœur d'une fratrie. Elle a un petit frère et une petite sœur de 12 et 10 ans, dont elle était l'aînée. Donc, elle est arrivée en France il n'y a pas très longtemps et elle était au collège dans une filière qu'on appelle UP2A. Et en fait, c'est une filière qui aide à l'apprentissage de la langue française, puisqu'elle ne parlait même pas encore français et que justement, elle était inscrite à l'école pour rattraper son niveau au niveau de la langue et pouvoir être à l'aise et communiquer facilement avec tout le monde. Elle est connue pour être une petite fille très agréable, très gentille, très appréciée de sa famille et de ses frères. Une fille adorable de 14 ans, comme beaucoup d'autres jeunes filles qui avaient la vie devant elle, qui croquaient malgré son jeune âge la vie déjà à pleines dents et qui était voilà, une collègue, une amie de tous les jours et qui était une amie vraisemblablement adorable d'après ce que disent ses collègues. Vanessa, donc 14 ans, sort du collège à la mi-journée, comme tous les jours. Ne la voyant pas rentrer, après plusieurs heures, ses parents, naturellement fort inquiets, sont allés à la police pour déposer une plainte, en tout cas signaler la disparition à partir de 18h45. Très rapidement, les policiers ont pris l'affaire très au sérieux. Une disparition d'enfant, c'est quand même quelque chose de très inquiétant, et surtout que l'enfant n'a pas l'habitude d'avoir un comportement pareil. Et donc, c'est ce qui a permis que les policiers très rapidement ont réagi et ont pu très rapidement aller regarder ce qui se passe. L'avantage dans ce cas-là, c'est que la ville avait quand même un ensemble de caméras. 28 caméras dans la ville, ce qui a permis aux policiers d'exploiter les images et d'avoir déjà les premières pistes de où peut-elle se trouver et qui peut éventuellement avoir commis ce méfait. L'exploitation des vidéos montre qu'à 13 heures, Vanessa marchait encore en direction de chez elle et ils ont quand même commencé à repérer une voiture au comportement assez douteux, assez suspect. Donc cela a donné une première piste et bien sûr ils ont relevé toutes les plaques d'immatriculation qu'ils pouvaient pour pouvoir comparer, faire des analyses, voir un peu, avoir quelques pistes. À la lecture de l'ensemble de choses, d'éléments, très rapidement, les policiers ont eu quelques doutes, notamment sur l'attitude et le comportement de Romain. C'est ce qui les a conduits à s'interroger sur lui et donc aller le soir à sa rencontre pour l'interroger. Les vidéos ne vont pas révéler ou montrer que Vanessa est rentrée dans la voiture, mais au moins ça a permis de donner une piste aux policiers qui sont allés donc, comme je l'ai dit, rendre visite pour interroger Romain C, qui était ressorti un peu plus que les autres avec la lecture des plaques. Ça a permis de donner des indications, sans doute même grâce au croisement des fichiers, quelques indications sur la personne potentielle. Donc en fait, quand on regarde les plaques, il peut y avoir des profils qui vont ressortir, comme un meurtrier, comme quelqu'un qui a déjà commis un viol, comme quelqu'un qui a un casier lourd et qui pourrait justifier une présence d'une personne en un endroit précis. Donc ça, c'est vraiment la police qui travaille de manière très efficace, de manière très professionnelle. Et surtout, on sait que dans un enlèvement d'enfants, dans ce genre de situation, les premières secondes sont cruciales, les premières heures, puisque très rapidement, plus le temps va passer, vous aurez compris, plus il y a de chances que l'enfant y reste malheureusement. Donc, ils vont voir ce Romain
Et étonnamment, Romain, dès que les policiers sont allés le voir, il n'a ni cherché à mentir, ni cherché à se protéger, ni cherché à fuir. Dès que les policiers ont frappé à sa porte, il leur a dit: je sais pourquoi vous êtes là. Donc, il n'a même pas cherché à, à- à nier, il n'a même pas cherché à s'enfuir. Et c'est une attitude assez particulière de réagir comme ça, qui veut certainement dire quelque chose, et qui naturellement prouve sa culpabilité, hein, de toutes les manières. Il l'avoue lui-même quand il dit aux policiers: je sais pourquoi vous êtes là. C'est en gros, voilà, c'est moi, si je lève la main, c'est moi qui l'ai tué. Romain, on ne connaît pas encore à ce stade grand-chose de lui. On sait qu'il a 31 ans, que c'est un intérimaire qui a aussi connu des périodes de chômage. Ce n'est pas un marginal ou une personne sans domicile fixe, à l'attitude, on va dire, dérangeante, belliqueuse, une personne inquiétante au premier abord. Ses collègues de travail ont effectivement noté qu'il avait quelques problèmes avec l'alcool, hein. Ils ont dû le voir boire assez régulièrement, ce qui peut naturellement laisser un peu d'inquiétude quant à son attitude, et surtout son attitude quand il est imbibé d'alcool. Mais à part ça, pas de comportement vraiment spécifique qui pourrait indiquer une personne qui peut commettre ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Romain a eu une condamnation à 15 ans déjà pour des faits d'agression sexuelle. Donc, on n'a plus rien signalé sur lui. Après, entre 15 ans et 31 ans, il semblerait qu'il soit resté vraiment sage et qu'on n'a pas entendu parler de lui. Mais encore, peut-être que quand l'enquête va avancer, il n'est pas impossible que des éléments ressortent par-ci, par-là, parce qu'on ne disparaît jamais vraiment. Et une fois qu'on zoome sur une personne, on trouve des choses qui sont souvent cachées, on va dire, sous le tapis. Et pour cette condamnation, il avait fait juste l'objet d'un sursis. N'a pas fait parce qu'il était mineur aussi, il n'a ni fait de prison et ni fait l'objet d'un suivi qu'on peut suivre des délinquants sexuels ou des personnes qui ont un problème par rapport à ça. Donc il a pu après vivre sa vie tout à fait normalement. Romain a donc avoué aux policiers avoir enlevé Vanessa, l'avoir violée et l'avoir étranglée. Comme on a pu l'observer, au premier abord, Romain, encore une fois, n'était pas quelqu'un qui pouvait être inquiétant au premier abord. Ça montre encore une fois le basculement, et c'est quelque chose qui ressort souvent dans les cas que je traite, dans les cas que je regarde, où des personnes tout à fait normales, comme vous et moi, basculent dans quelque chose. Alors, normal entre guillemets, parce que je pense quand même que quand on s'aventure à violer une fille de cet âge, donc une preuve de lâcheté, évidemment. Aller violer une fille de 14 ans, vous êtes un homme de 31 ans, elle n'a aucune chance entre vos mains. La violer, la tuer. Donc c'est quoi ça? C'est certainement des pulsions, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Donc effectivement, quand je dis monsieur tout le monde, c'est monsieur tout le monde en apparence, au premier regard. Mais je pense que la plupart des personnes qui me regardent, vous n'avez pas des pulsions à vous dire que voilà, vous voyez une fille, une enfant de 14 ans, vous n'êtes pas en train de résister à vos pulsions en disant: oh, il ne faut pas que j'y aille. Vous n'avez ni de pulsion ni rien. Donc, ces personnes-là, c'est vraiment des apparences par rapport à une vie sociale. On ne peut pas se douter que c'est eux, mais ils ont ce démon déjà en eux. Ils ont ce diable en eux qui fait qu'à un moment donné, boum, je peux y aller. Et également, l'autre élément, c'est qu'une fois qu'ils sont victimes de leur pulsion, ou même coupables de leur pulsion, parce qu'ils savent qu'ils sont comme ça, ils n'ont peut-être même jamais essayé de se soigner, ils n'ont jamais mis en place une thérapie pour se soigner, et ils ont laissé le démon, laissé le diable grandir en eux, jusqu'au moment fatidique d'aller violer et tuer une petite fille de cet âge-là. Et le problème, c'est qu'une fois que le mal est fait, une fois que vous avez commis l'irréparable, et que naturellement vous êtes identifié par la personne que vous violez et à qui vous venez de faire du mal, la seule issue est très, très souvent, malheureusement, soit de s'enfuir très loin, mais des fois, n'ont pas la possibilité de s'enfuir, ni les moyens financiers, ni toute l'organisation qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est j'élimine le problème. Donc, il a éliminé Vanessa en l'étranglant. Et il a donc avoué plus tard aux policiers où était
le corps quand ils sont allés le rechercher. Et le corps est dans une maison à 15 km de là, où il a déposé le corps dans une maison abandonnée. Donc il est fort probable qu'en fait, elle a été tuée dans la voiture et que la maison a juste servi de déposer le corps. Ce qui est assez curieux donc avec ce personnage, c'est le fait que tout de suite, il a reconnu les faits. Très souvent, vous avez des criminels qui vont, devant l'évidence, ils vont la nier. Certains vont s'enfuir, comme c'était le cas dans le meurtre de Justine, où Lucas s'est enfui à la vue des policiers. Certains vont nier, certains vont trouver des stratagèmes pour s'en sortir. Quelque part, lui, ce qui est très curieux, c'est qu'il a attendu les policiers. Il s'est dit, voilà, dès qu'ils vont venir, ça ne sert à rien de nier. Un peu pas, je vais pas dire pour se libérer, parce que se libérer de ça, ce serait presque en faire un héros, de quelqu'un qui se met en rédemption et avoue que voilà, j'ai tué une personne, je me rends à vous, il serait presque à applaudir, bravo. Non, c'est un monstre, pardonnez-moi, comme tous les autres, il n'y a aucun héros là-dedans. Alors bien sûr, l'avocate, on sait comment ça se passe. Elle va nous décrire que dans son enfance, il a reçu ci, oh, il est tombé dans les escaliers, son père l'a fait ceci, son père l'a fait cela. Je le redis encore une fois et encore une fois, chacun d'entre nous, on est tous capables de prendre un moment de nos vies où on a souffert. On est tous capables d'extraire un moment donné où on a manqué de quelque chose. On est tous capables dans nos vies d'avoir des moments dramatiques qu'on peut présenter et faire un film sur nous en disant voilà, il a souffert de ci, il a souffert de ça. La souffrance, quelle qu'elle soit, ne peut jamais justifier que quand on grandit, on puisse se permettre de commettre des actes aussi horribles, se permettre de doter la vie. Et doter la vie pourquoi? Pour 5 secondes de viol, de 5 secondes d'un plaisir individuel. 5 minutes et derrière toute une vie de perdu. La sienne, celui qui commet cet acte-là, mais également la vie de toute la famille, de tout l'entourage de la Vanessa, qui eux, et je le redis à chaque vidéo, qui eux prennent perpétuité. Quand Romain sortira de prison, les parents, les frères, les sœurs, l'entourage de Vanessa sera toujours dans le deuil. Un deuil éternel. On ne se remet jamais d'un deuil. On vit avec, mais on ne s'en remet jamais. Donc c'est ça qui est terrible dans ces personnes-là. Et l'attitude que ce Romain a est assez particulière. Elle interroge. Donc à ce stade, bien sûr, il nous manque encore des éléments. C'est vraiment un premier niveau où je vous livre ici l'information brute telle qu'elle est, l'affaire à ce stade. Il y a ce soir, il va être déféré, assurément, à la fin de sa garde à vue à 22h45, je crois bien, aujourd'hui. Il va être déféré parce qu'il de toute façon, il a avoué le meurtre, donc il n'y a pas à mentir ou quoi que ce soit. Mais ça va être très intéressant de se pencher sur sa personnalité, comprendre ses attitudes qu'il a eues, justement de ne pas fuir, d'attendre des policiers. Comme si, voilà, il savait que de toutes les manières, ça ne servait à rien de fuir. Je dois les attendre, je dois me rendre et se rendre compte à quel point ces quelques instants où il est parti ôter la vie de cette fille n'ont servi à rien. Alors moi, j'ai ici une pensée quand même, une pensée pour toutes les femmes qui, je me rends compte, plus je traite ces vidéos, plus je traite ces affaires, et je me rends compte à quel point la vie d'une femme, je dois le dire, est terriblement difficile. Terriblement difficile déjà par la société qui fait que les femmes effectivement se sentent moins respectées, moins au niveau des salaires, ainsi de suite, mais aussi à la merci de tellement d'hommes que vous n'avez aucune chance malheureusement de combattre en un contre un, on va dire. Un homme qui arrive, qui prend un enfant de 14 ans, elle a aucune chance. C'est comme si un homme est entre les mains d'un lion, il a aucune chance de s'en sortir. Et pour des plaisirs malsains, des plaisirs pervers, des plaisirs obscurs, des raisons obscures, se mettent à devoir tuer des personnes. Parce qu'ils se rendent compte que leurs pulsions, auxquelles ils répondent favorablement, parce qu'une pulsion, on peut aussi résister à une pulsion. On peut aussi résister à une pulsion. Pas tout le monde, mais ces meurtriers-là, à un moment donné, il faut faire quelque chose pour résister. Pour dire non. Le non est un grand pouvoir. Ils doivent trouver le moyen de dire non, parce que sinon c'est l'anarchie. Il y aura l'autopsie qui confirmera naturellement le viol, de quelle manière, savoir où est-ce qu'elle a été tuée. Est-ce que c'est dans la voiture ou est-ce que c'est dans la maison?
Bon, il est fort probable que c'est dans la voiture que tout ça a été fait, la strangulation, ainsi de suite. Je pense que les analyses aussi vont pouvoir le démontrer. Et il est fort probable qu'en fait la maison a surtout servi à déposer le corps de Vanessa pour s'en débarrasser. Donc on se tient au courant dès la semaine. Je vais essayer de poursuivre cette affaire, de vous proposer des informations complémentaires. Voilà, il n'y aura pas non plus grand-chose, je dirais, il n'y aura pas beaucoup de bouleversements. Voilà, on sait qui a fait quoi, on sait où. L'idée, c'est juste de savoir comment et connaître un peu ses motivations et savoir un peu plus qui est ce personnage-là. Et puis après, ben, il partira en prison comme les autres et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, encore une affaire qui est bien triste. Encore une famille, pendant que là on parle, pendant que on regarde, pendant que je fais cette vidéo, pendant que vous la regardez, je me dis que pendant que nous on fait ça, il y a la famille de Vanessa qui est dans le chaos absolu. Enfin, c'est c'est terrible. Et je le dis souvent, moi j'ai moi qui ai 3 filles, chaque affaire me fait de plus en plus peur. Je me dis, mais comment protéger nos enfants? Je parle des miens, là, mais les vôtres aussi. Comment protéger nos enfants de ces prédateurs-là? Oh, c'est terrible. On se tient au courant. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, malgré tout, et une excellente semaine. Au revoir.